Bonjour à vous tous, ravi de vous accueillir ce matin pour parler économie et communication. Alors pour nous, c'est un temps fort, effectivement. Nous disions avec Pierre en préparation, et avec Thierry, la médiation, l'histoire de la médiation et l'Observatoire Comédia, c'est maintenant 11 ans, donc une histoire commune. Euh, L'histoire avec Altares, c'est également 11 ans, l'histoire commune sur les chiffres et les données. Et bien 11 ans après, donc effectivement, nous sommes là pour retracer une année aussi particulière qui a été celle et singulière, qui a été celle de l'année 2020, ô combien, je dirais, difficile pour la filière de la communication, comme vous le savez tous. En 2020, nous n'avons pas souhaité, avec Thierry et Pierre d'ailleurs, de publier des chiffres N-1 parce que nous pensions qu'il n'était pas l'heure de parler de ces sujets-là. Mais pour autant, il nous a pas paru cette année, en ce début de deuxième trimestre déjà, de pouvoir effectivement partager avec vous donc un certain nombre de chiffres. J'ai le plaisir d'accueillir Éric Trousset, président de l'IREP et président de Balmétrie, également administrateur au BUMP. Enfin bon, l'homme des chiffres de la communication, c'est toi, mon cher Eric, et j'en suis ravi. Tu vas nous donner un peu la lecture qui est la tienne de l'année 2020 et on laissera effectivement réagir nos amis donc aux chiffres que tu communiqueras. Puis je passerai la parole à Thierry Millon, qui bien sûr fait la une de tous les médias maintenant depuis 48 heures, donc avec des chiffres importants qu'il a communiqués donc sur l'état de santé donc de l'économie française et notamment des risques de défaillance et de faillite des entreprises. Et puis, bien entendu, en témoin de tous les instants, et merci encore de ta fidélité, mon cher Pierre, c'est d'être à nos côtés. Et encore bravo pour tout ce que tu fais pour notre filière, pour toutes les filières, et tous les appuis que tu as su nous apporter depuis 11 ans, et encore accéléré l'année dernière. Et j'espère que pas trop cette année quand même, pas trop cette année quand même. Puis je suis ravi d'accueillir William Prost de la CCI. Alors c'est amusant parce que en effet, l'actualité a publié, et je vous le ferai suivre pour suite ceux qui le souhaiteront, un communiqué de presse qui a décrit une action commune montée par les CCI et le médiateur des entreprises ici présent. Et William, c'était pas fait exprès puisque j'ai découvert en effet donc le communiqué de presse par toi hier matin. Donc voilà, l'actualité est riche d'informations donc en cette semaine économique sur la communication. La communication s'inscrit dans un climat qui est un climat quand même tout à fait donc particulier où sa place est face à de très grandes ruptures, des ruptures écologiques, la place de la Convention citoyenne qui aujourd'hui effectivement observe donc la communication de très près, technologique avec des transformations numériques accélérées et parfois très brutales qui ont été enclenchées, organiques, les schémas d'organisation, à la fois pyramidales, le télétravail, l'ensemble des organisations du travail ont été impactées. Économique, la nécessité d'augmenter la valeur d'usage, qui est de plus en plus nécessaire pour recréer de la richesse. Et puis j'ai envie de dire philosophique, c'est savoir donner du sens. On s'aperçoit que cela prend donc toute sa place. Donc on ne peut pas oublier cet environnement global quand on raisonne les chiffres que l'on fait, que l'on produit, et qu'on va que partager avec vous, d'avoir en toile de fond donc ces 5 dimensions de rupture dans lesquelles la communication, mais comme tous les secteurs d'activité d'ailleurs, sont directement concernés. Sans plus attendre, mon cher Eric, je vais te laisser la parole et n'hésitez pas à nous interpeller, à nous poser des questions si vous le souhaitez. Nous essaierons d'y répondre. À toutes les questions, quoi qu'il en soit, nous y répondrons, soit ce matin, soit par la suite, mais nous les enregistrerons. Mon cher Eric, je te laisse la parole pour que tu puisses nous présenter donc la vie de ce marché de communication des médias en 2020 et en regardant quand même tout de même 2021. Merci Dominique, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de votre attention. Donc on va passer un petit moment sur les chiffres de l'année 2020 pour bien comprendre les phénomènes. Un rappel, ce qu'on appelle le BUMP, c'est le baromètre unifié du marché publicitaire.
puisqu'en fait, c'est l'association de 3 acteurs de la mesure. L'IREP, dont j'ai le plaisir d'assurer la présidence, qui est une association interprofessionnelle qui mesure les recettes nettes des médias, j'y reviendrai. Et dans le cadre du BUMP, on est associé à France Pub, qui a un regard plus large, qui est la dépense nette des annonceurs, donc avec un prisme plus important que les seuls médias, puisque ça inclut l'événementiel, la promotion, enfin tous les leviers. Mais puisqu'on parle de dépenses des annonceurs, ça inclut aussi tous les frais techniques, les frais d'agence, les frais de production, là où l'IREP, on se concentre vraiment sur les recettes des médias. Et puis, au travers du BUMP, on est également associé à Kantar, qui va apporter un regard complémentaire, et vous le verrez, assez éclairant, notamment sur le nombre d'annonceurs qui utilisent chacun des leviers. Et vous verrez qu'il y a des ruptures qui sont intéressantes à noter, parfois même inquiétantes. Alors, on va commencer par le marché de la communication tel qu'il est appréhendé par mes confrères de France Pub, et notamment avant d'entrer dans les chiffres, sur une courbe mensuelle désaisonnalisée, de manière à voir les phénomènes. Et on voit bien que autant l'année 2019 était plutôt une année correcte en termes de dépenses des annonceurs. Après, média par média, on a bien sûr des écarts, mais en tout cas, d'un point de vue global, on avait une tendance à la reprise. Et puis, l'année 2020, voilà, on sait ce qui s'est passé. On voit l'effet de choc du premier confinement, et en dépit d'un retour, et on le verra sur certains médias, à partir de l'été, voire de la rentrée. Bon, après le deuxième confinement, les différents phénomènes finalement de stop and go dus à la crise sanitaire ont quand même fortement perturbé le marché. Donc on arrive à un marché de la communication qui a perdu en dépenses des annonceurs plus de 7 milliards d'euros. Donc vous imaginez, répartis sur les milliers d'entreprises qui sont dans cette chaîne de valeur, l'impact du choc. Et donc, pour l'ensemble des dépenses, c'est moins 21,6%, donc ça représente 17,3 milliards pour être précis, avec, on le voit d'ores et déjà, des disparités. C'est-à-dire que le digital a plutôt bien résisté. Dans son global, on y reviendra, puisqu'on on est quasi stable, avec des petites nuances selon les formats, mais globalement, le digital est stable. Les médias historiques, presse, télévision, radio, affichage, cinéma, ont subi un choc de près de moins 20%. Et puis, l'ensemble des autres leviers, le marketing direct, la promotion, et puis tout l'événementiel, foire, salon, relations publiques, là, on est à près de moins 31%. Voilà déjà posé les grandes lignes. Voilà, je vais peut-être passer vite, parce que là, c'est petit. Ce que je vous propose, c'est de balayer sur les différents leviers, parce que vous allez voir qu'il y a un certain nombre de phénomènes marquants. Alors, cette fois-ci, on va être sur un regard des recettes, donc l'œil de l'IREP, tel que finalement les médias nous restituent leurs revenus publicitaires. Donc, sur l'ensemble du marché des médias, on est à donc, moins 11,6%. Donc, c'est un marché qui a représenté 13,3 milliards donc en recettes, hein, d'où aussi les écarts entre France Pub et parce qu'il y a toute la chaîne de valeur derrière. Et ce que nous indiquent nos confrères de Kantar, et qui est important, c'est que le marché a perdu sur l'année 2020 9% d'annonceurs qui ont cessé de communiquer. Alors, les raisons sont multiples. Certains, effectivement, ont été dans l'incapacité de communiquer pour des raisons financières. Enfin, je pense qu'on y reviendra. Il y a des entreprises, effectivement, qui ont malheureusement mis la clé sous la porte. D'autres ont finalement, je dirais, fait un peu le dos rond et ont attendu. On voit notamment sur le T2, donc on est en plein sur le confinement, parce que avril, on était totalement fermé. Les réouvertures ont commencé à partir de la mi-mai, mais on sait bien un certain temps de latence, et puis il y a quand même des campagnes qui se prévoient à l'avance. Donc c'est vraiment ce deuxième trimestre à fort impact, 28% d'annonceurs qui ont cessé de communiquer. Et donc plus inquiétant, le T3 qui était
plutôt orienté à la relance, même si la crise sanitaire perdurait, en tout cas les commerces étaient rouverts, là, il y avait une liberté de circulation. Pour autant, 9% d'annonceurs en moins. Et puis sur la fin d'année, on a eu des effets de compensation entre le deuxième confinement, mais une reprise de parole de certains annonceurs qui avaient l'opportunité, notamment des fêtes de Noël, de pouvoir se rappeler au bon souvenir des consommateurs. Voilà, mais retenez donc 9% d'annonceurs en moins, c'est un indicateur qu'il va falloir suivre justement fortement et de près cette année. Un petit point sur le digital. Alors le digital, ce sont nos confrères du SRI, le syndicat des régies internet associé à l'UDECAM, donc l'union des agences médias qui ont ce baromètre, et nous-mêmes au sein de l'IREP, plutôt que faire un deuxième thermomètre qui aurait peu de sens, on utilise avec leur accord les résultats. Rapidement, ce qu'il faut retenir, c'est que le levier du social media, et on sait que c'est quand même beaucoup Facebook, c'est très bien porté. Alors, on était plutôt sur des croissances à 2 chiffres les années précédentes, mais faire plus 7,3% dans le contexte actuel, c'est quand même une belle performance. Le search, positif, mais avec des moindres progressions à plus 2,6. Et en revanche, le display au travers des pure players est à la baisse, moins 2%. Et là, c'est un impact assez fort. Ce que l'on nous mesure côté IREP, c'est le digital, mais issu des marques médias historiques. Le digital de la télé, le digital de la radio, de la presse, et le digital out of home pour l'ensemble des acteurs de la filière de la publicité extérieure. Et là, donc, sur le DOH, qui dit magasins fermés, et notamment les centres commerciaux, on a un impact massif, moins 42% sur l'ensemble de recettes sur l'ensemble de l'année 2020, là où les leviers digitaux des médias historiques sont malgré tout à la baisse, hein, parce que c'est essentiellement du format display, à moins 2,4%, alors que là on était sur un trend qui était plutôt très positif, et qui permet à un certain nombre de médias de compenser la perte qu'ils peuvent avoir sur les leviers historiques, notamment le print. Et là, c'est vrai qu'il y a eu un véritable coup d'arrêt l'année dernière. Alors, si on balaye rapidement, je fais attention à l'horaire, je crois que c'est encore bon, rapidement les médias, la télévision est finalement parmi les médias historiques celle qui s'en est finalement le mieux tirée, avec un moins 11%. Alors, moins 11, c'est peu glorieux, mais vous allez voir par rapport à d'autres leviers, c'est plutôt une performance à noter. Et finalement, la télévision a subi de plein fouet le premier confinement, puisque le deuxième trimestre, on est à moins 43%. Impact. Alors, c'est intéressant parce qu'il y avait à la fois une explosion de l'audience, on était tous, rappelez-vous, coincés chez nous, mais dans le même temps, beaucoup de marques n'avaient plus lieu à communiquer, puisque les réseaux de vente fermaient massivement. Ce qui n'a pas été le cas en fin d'année, il y a eu une approche finalement plus nuancée, et du coup, ce qui a permis une certaine reprise, et vous le voyez, T3, T4, positif pour la télévision. Et c'est un point intéressant, parce que c'est un des rares médias à avoir eu ce léger rebond. Et donc, autre phénomène notable sur la télévision, parce que c'est le seul média qui a bénéficié d'une croissance du nombre d'annonceurs. Alors, bien sûr, pas sur le T2, là il y a eu vraiment un désengagement massif, mais les annonceurs sont revenus, et voire même des nouveaux annonceurs qui sont venus trouver une audience repartie à la hausse, et finalement un média qui joue encore son rôle d'installation des marques par notamment la notoriété. Bon, après, il y a des nuances entre finalement les chaînes historiques gratuites qui sont globalement en forte croissance en nombre d'annonceurs, là où les chaînes thématiques sont plus en difficulté, notamment face à la bonne tenue de la TNT. Alors, la radio, elle a subi un double phénomène. Le phénomène, je dirais, global de repli des investissements comme l'ensemble des médias, et on voit que sur le cumul annuel, on a une décroissance qui est plus forte que la télévision. Mais au final, la radio a eu du mal à repartir pour deux phénomènes. D'abord parce que
la radio dépend beaucoup du retail, et comme les magasins ont été à nouveau, enfin en tout cas en partie, pour certains réseaux fermés en fin d'année lors du deuxième confinement, bah forcément il y a eu un impact direct de désengagement des marques. Et puis la radio, par la restriction de circulation, perd en audience. Et vous le verrez, je pense, peut-être que certains l'ont vu parmi les news de ce matin, les audiences publiées par Médiamétrie. Le premier trimestre 2020 se traduit encore par une baisse d'audience de la radio, tout simplement parce que les gens sont moins mobiles, et on sait qu'aujourd'hui une partie de cette audience se fait en mobilité. Et donc quand on est chez soi, finalement, on va s'informer par d'autres canaux. Donc du coup, le nombre d'annonceurs, là, c'est directement un impact du retail, et impacte lourdement la radio à -23%, donc ça c'est un désengagement pardon, très très fort. Alors sur la presse, la presse qui, on le sait, souffre beaucoup depuis une dizaine d'années, le contexte n'a bien sûr rien arrangé. On a -24% de recettes nettes, un impact très fort sur le T2, mais également qui perdure tout au long de l'année, et surtout un impact qui s'intensifie sur le T4 au moment du deuxième confinement. Juste un mot par levier. La presse quotidienne nationale, globalement sur l'année, est à -16, donc ce qui est finalement relativement, bien sûr c'est relatif, meilleur que la moyenne. Les magazines sont à -29%, et on sait quel impact ça peut avoir. Et puis, sur la presse quotidienne régionale, elle est à -21%. Là, c'est un impact finalement du local, et on sait bien que beaucoup d'acteurs locaux, notamment dans le commerce, utilisent la presse quotidienne régionale, et on sait quel impact ils ont eu avec la stratégie de stop and go liée à la crise sanitaire. Et donc ça a bien sûr pesé fortement sur la presse quotidienne régionale. Le levier qui s'en est finalement très bien tiré en presse, c'est je ne sais pas si on peut encore l'appeler le couplage, mais le produit PQR66, qui permet finalement aux marques d'être présentes sur l'ensemble de la presse quotidienne régionale, qui était du coup en très forte croissance l'année dernière. Donc c'est-à-dire que la proximité, elle est forte, mais après c'est finalement les capacités économiques locales qui ont pénalisé la presse quotidienne régionale. Voilà, et donc en termes d'annonceurs, on voit que finalement la PQR est seulement, c'est relatif, à -9%, là où les quotidiens nationaux sont à -27, les magazines à -18, et donc le produit PQR66 est lui à +23%, ce qui montre quand même que beaucoup de marques, notamment des grandes marques, ont voulu être présentes dans ce levier de proximité. Alors, l'out of home, donc la communication extérieure, bon, fortement impactée. Quand on demande aux gens de rester chez eux, forcément, on n'affiche plus dans la rue ni dans les centres commerciaux. Vous voyez que tous les leviers ont été particulièrement impactés, et notamment le digital out of home. C'est pas le côté digital qui a pêché, mais tout simplement le fait que les centres commerciaux ont été quand même fermés une partie de l'année. Et donc, un grand plongeon sur le T2, parce que là, peu de circulation, et donc voire pas d'affichage. Et même phénomène sur le T4, alors un peu moins amplifié parce que les restrictions étaient un peu moins draconiennes. Il n'empêche que on est sur un -35% en fin d'année. Donc un média qui souffre vraiment très très fortement du fait des périodes de restriction de circulation. Sur l'adressage, alors on a deux leviers, le courrier adressé, donc marketing direct, à -23%, donc avec un fort impact sur le T2, et puis, alors bien sûr, un impact qui est tout au long de l'année, mais c'est essentiellement sur le T2 que s'est porté ce fort repli, et là aussi c'est des décisions qui émanent notamment du retail. Impact encore plus fort, bien évidemment, sur l'imprimé sans adresse, avec un -91% sur le T2, tout simplement parce que les deux acteurs historiques de la distribution, pour des raisons sanitaires, ont fermé leur réseau, c'est Mediapost et Adrexo.
pas de distribution de mars de mémoire, ça devait être le 25 mai, donc forcément, les résultats sont à zéro pendant de longues semaines. On peut noter en revanche une forte reprise sur le T3, et puis je dirais patatras, T4, à nouveau de nouvelles restrictions, et là une partie du retail fermée, donc forcément, sachant que le retail pèse près de 75% des recettes de l'imprimé sans adresse, forcément l'impact est tout à fait visible. Eric, Oui, et voilà, donc, juste pour clore ce panorama, c'est ma dernière slide. Vous voyez, alors, j'ai pas évoqué le cinéma, mais parce que en recette, c'est un petit média qui est important en termes de contenu, mais voilà, des salles fermées pendant des mois, et donc vous voyez que les recettes sont minimes, et vous voyez que tout est dans le rouge, avec néanmoins de très fortes nuances. Et finalement, à noter que c'est le média télévision, dopé aussi par son audience, mais aussi dopé par probablement l'impact global du média, qui s'en est le mieux tiré, on va dire, là aussi c'est relatif, dans ce contexte très compliqué. peut-être, Eric, un mot sur les perspectives. Alors, je sais qu'on ne veut pas jouer à la boule de cristal, comme le disait mon ami Pierre Pelouzet tout à l'heure, mais pour autant, comment... Alors, je sais qu'il y a eu des chiffres qui ont circulé sur des prévisions qui semblaient assez ambitieuses. Quelle est un peu une lecture rapide que tu peux donc porter sur ce premier trimestre et peut-être un peu les tendances que tu ressens et que vous pressentez sur Oui. sur les 2 ou 3 prochains trimestres. Alors, peut-être, avant de parler de prévision, juste un mot. Derrière les chiffres que j'ai présentés, notamment sur les chiffres en termes de recettes, ce qu'il faut voir, et je pense que ça va être l'objet de la discussion, c'est qu'il y a toute une filière, bien évidemment, derrière. Quand vous avez moins d'annonceurs en télévision, ça veut dire moins de travail pour les agences de pub, agences médias, agences de production, et derrière, derrière moins de production, c'est moins d'acteurs, moins d'auteurs, et c'est pareil finalement pour l'ensemble des médias. C'est vrai bien évidemment aussi de la presse, ça veut dire moins de papier, moins d'imprimeurs, moins de logistique, moins de routage. C'est vrai voilà, pour l'ensemble des acteurs, c'est toute une filière qui est derrière. Les prévisions que nos amis de France Pub ont faites et auxquelles on s'est associé lors du précédent événement autour du Bump étaient à plus 13% pour l'ensemble du marché de la communication pour l'année 2021. Alors, j'ai envie de dire, d'un côté, on peut guère faire pire que l'année 2020. Les conditions sanitaires sont quand même globalement, en tout cas les restrictions sont quand même moins draconiennes que l'année dernière. Je pense que l'effet de sidération que l'on a tous connu à partir de la mi-mars 2020 est passé, qu'un certain nombre de marques ont compris que la machine économique est là. On le sait, les Français ont beaucoup épargné. Alors, il y a des secteurs effectivement qui sont encore à l'arrêt, je pense notamment au tourisme. Mais globalement, on ne peut faire que mieux. Le plus 13, il a été fait avant les annonces du 3e confinement, donc forcément, ces prévisions vont devoir être revues à la baisse. Après, il est vrai qu'on a quand même une visibilité très très faible. Ce qui est certain, c'est que le digital va continuer à être en croissance, puisqu'il était en prévision annoncée plutôt à plus 15. La grosse interrogation, elle est bien sûr autour de l'événementiel, qui on le sait d'habitude, je sais que Dominique, tu apprécies organiser ces événements présentiels. Voilà, on est mi-avril, il n'y a toujours eu aucun événement sur le marché. Merci Eric de ces informations qui sont précieuses. Je crois que ça permet d'avoir nos marqueurs. Peut-être avant de laisser la parole à Thierry Millon, je voulais peut-être obtenir 2 réactions. Pierre, peut-être cette réaction sur ces chiffres présentés. Qu'est-ce que ça t'évoque en 2-3 minutes? Et William, j'aurais aimé également avoir ta lecture sur ces chiffres. Bien sûr, en étant très prudent sur l'année 2021, nous sommes tous. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Dominique. Alors très rapidement, bon, ces chiffres, je peux pas dire qu'on soit hyper surpris. L'impact immédiat des confinements, évidemment, sans douter. C'est intéressant de voir les nuances malgré tout entre les secteurs qui vous concernent. Moi, comme je suis un optimiste, je regarderai aussi la capacité formidable de rebond qu'on a connue, c'est-à-dire que
autant le confinement affecte profondément tous ces métiers, autant dès qu'il y a un déconfinement, ça repart et parfois dans certains domaines très, très fortement. Donc voilà, sur une première réaction, c'est celle-là que je retiendrai. On espère tous que ça va repartir dans les mois qui viennent et on voit qu'il y a un potentiel de relance très forte aussi sur tous vos métiers. William, un mot peut-être de réaction donc à ces données. Je sais que tu suis ça également de très près, puisque la filière de la communication, filière d'avenir, est un sujet important sur le 92 que nous avons le plaisir de porter ensemble. En effet, merci Dominique. Bonjour à toutes et à tous. Nous, on retrouve bien de notre vision Chambre de commerce de Paris-Île-de-France et Chambre de commerce des Hauts-de-Seine, on retrouve bien un peu nos perceptions de la réalité dans ces chiffres-là, et notamment cette grande sensibilité aux évolutions des restrictions qu'on retrouve dans la situation de l'ensemble des acteurs économiques franciliens, mais aussi du pays, en particulier dans le retail, ça a été dit, et ça joue énormément sur les annonceurs et évidemment le marché de la communication. On sent une grande capacité de rebond, une préparation sur ce rebond qui se voit y compris dans l'émergence des premiers recrutements d'après-crise ou tentatives de recrutement d'après-crise ou intentions. Donc, moi, je reste effectivement aussi extrêmement optimiste sur cette capacité à se relancer avec ces chiffres qui, évidemment, sont catastrophiques, évidemment, sont douloureux, mais montrent une certaine résilience quand même de l'activité, y compris sur la communication. Merci, William. Alors, mon cher Thierry, je crois que lorsque nous avons préparé donc ce webinaire de ce matin, et beaucoup de travaux ont été menés entre l'Observatoire et vous depuis maintenant un an, on n'a pas parlé de 2019 lorsque nous devions présenter les chiffres l'année dernière, au mois de mars, ensemble avec Pierre d'ailleurs. On a souhaité ne pas évoquer les sujets. Je crois qu'il est important de bien comprendre aussi dans quelles conditions la filière de la communication a été prise dans cette spirale donc effectivement de la crise sanitaire et économique qui sont les suivis. Dans quel état de santé était-elle avant même la crise? Je crois qu'il faut qu'on reste toujours très objectif, c'est ce que nous avons toujours souhaité faire ensemble. Peut-être, et c'est important de t'entendre sur ce sujet-là, donc on rentre dans la crise comment dans la filière de la communication et comment les choses effectivement se sont déroulées tout au long donc de l'année 2020 donc à ta lecture. Et puis, bien entendu, nous, quand on voit ces chiffres assez catastrophiques, malgré tout, même si je partage ce vent d'optimisme de Pierre et de William, pour autant, c'est le risque des entrepreneurs, puisque vous savez, nous avons une filière qui est faite principalement de TPE-PME à plus de 95%. C'est ces entreprises-là, c'est tous ces chefs d'entreprise. Et je crois qu'on y est très attachés. L'Observatoire, c'est notre créneau depuis maintenant donc plus de 13 ans. Voilà, Thierry, comment on est rentré dans la crise? Comment on s'est comporté? Où en sommes-nous aujourd'hui? Et quels sont les risques auxquels on est effectivement donc aujourd'hui donc confronté? Je vais te laisser la parole pour réagir à ces différents points-là. Si, merci Dominique. Si je peux avoir la presse que je vous propose. Préalablement, puisque tu ne me l'as pas demandé, je vais donc répondre à ta non-question. À propos des commentaires que je peux faire immédiatement sur les très bons chiffres, enfin l'excellente présentation plutôt de Eric. À la fois, je rejoins évidemment Pierre et William sur l'idée qu'il faut rester optimiste parce qu'effectivement, le rebond a été très prononcé après le premier confinement. Il est dommage, naturellement, que nous ayons eu une fin d'année un peu compliquée, mais ça partait vraiment très, très bien. Donc, nous sommes capables d'une énergie, d'abord d'une résilience, on l'a vu, mais aussi d'une énergie pour repartir qui est assez forte dès lors qu'évidemment, les structures ont les financements. Il y a un deuxième point qui m'a intéressé aussi sur les chiffres d'Eric, c'est la performance du PQR 66. Moi, je travaille beaucoup avec les PQR sur tout le territoire. Je suis fan. Et le confinement, c'est aussi la possibilité, sinon parfois le plaisir de certains, et pas que des Parisiens, d'être repartis chez eux, sur leur territoire, pour faire le job confiné. Sauf que c'est pas parce que nous sommes partis confinés à Bordeaux que enfin pour ce qui me concerne, je suis lyonnais, que je ne m'intéresse pas évidemment à l'économie lyonnaise. Donc du coup, la PQR s'est attachée aussi à continuer à donner des news plus qu'il le faisait avant sur un territoire plus large que le territoire qu'il couvre d'ordinairement. Donc je suis pas surpris par ces résultats et tant mieux pour la PQR qui a besoin de soutien.
et d'une autre en particulier. Donc Dominique, effectivement, sur les chiffres, regardons ou tentons de regarder le poids de la filière, comment les entreprises sont rentrées dans cette épidémie Covid tout à fait dramatique, et est-ce que nous avons des espoirs de sortie positive, puisque Pierre le disait tout à l'heure, il n'y a pas de boule de cristal, on ne sait pas dire quand est-ce que l'épidémie va s'arrêter, comment est-ce que nous allons gérer la reprise et dans combien de temps. Alors, première partie, je vous propose donc un déroulé suivant. D'abord le secteur, la filière, ça pèse combien? Quelques chiffres de finances, mais ça rentrer trop dans le détail, pourrait pas être trop lourd. Les délais de paiement pour faire plaisir à Pierre et à tout le monde, et quelques points de risque naturellement. D'abord sur la filière, globalement, nous sommes sur 46 000 sociétés actives. Nous avons travaillé un portefeuille tout à fait important de, je sais plus, 150 ou 160 000 entreprises, fermées aussi, pour voir pourquoi elles l'avaient été, dans quelle perspective, quelle durée, etc. Et nous sommes ensuite concentrés sur les 46 000. Ces 46 000 entreprises portent 226 000 emplois pour un chiffre d'affaires global de près de 50 milliards. 50 milliards. C'est pas rien. Tu venais de le rappeler, Dominique. L'essentiel des entreprises de la filière sont des TPE, et quand on regarde dans le détail, c'est même la tranche basse de la TPE, on est plutôt sur la micro, avec énormément d'entreprises qui ont moins de 3 salariés, et pour beaucoup qui n'en ont aucun. Nous avons compilé ces résultats pour voir comment les territoires se partageaient ou concentraient l'activité de la filière, au moins au regard du chiffre d'affaires. Naturellement, l'Île-de-France draine, qui est le moteur de notre économie, draine l'essentiel du volant, avec en tête les Hauts-de-Seine, avec plus de 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Mais le top 5 à lui tout seul, c'est quand même énormément de grosses entreprises, une activité historique, naturellement sur toutes les grandes cités, les grandes métropoles, mais pas seulement. La filière d'imprimerie, par exemple, est tout à fait importante sur le territoire où je suis. Les 20 premiers départements en termes de chiffre d'affaires représentent à eux seuls 35 milliards de chiffre d'affaires. 35 milliards sur les 50 dont je parlais tout à l'heure. Donc ça veut dire quand même qu'on a une concentration des grosses entreprises sur un territoire qui n'est pas totalement éclaté, mais présent de partout malgré tout. Si on regarde les points de finance, le premier point, c'est comment est-ce qu'on fait pour essayer de voir si une entreprise, un secteur, un territoire performe ou pas. On va naturellement regarder les bilans, puisque c'est ce qui a été déclaré par l'entreprise et communiqué notamment aux impôts. Simplement, pour faire ça, il faut disposer de ces bilans. Alors, Altares a la chance de tous les avoir, mais ce n'est plus le cas pour beaucoup depuis les textes Hamon puis loi Macron 2015. Et nous observons aujourd'hui que dans la filière de la communication, nous avons à peine plus d'un bilan sur 3 qui est visible pour l'essentiel des tiers, visible pour les fournisseurs, visible pour les partenaires, qu'ils soient français ou étrangers. Altares est une société qui livre des clients de partout sur la planète, et parmi ces clients, nous avons beaucoup de Japonais. Je peux vous dire que les Japonais, lorsqu'ils ont 2 entreprises vers lesquelles ils peuvent imaginer ou avec lesquelles ils peuvent imaginer faire des affaires, ils se concentrent plutôt sur celle sur laquelle ils ont de visibilité, sur celle sur laquelle il y a des respects de règlement, par exemple. Ils sont peut-être attachés à ce respect des affaires. Donc, en l'occurrence, ne pas avoir de visibilité sur les comptes pour 2 tiers de la filière, ce manque de transparence, naturellement, qu'on comprend tous, hein, puisque si les lois ont été faites, c'est naturellement pour répondre à un besoin. Il faut cependant être précautionneux. Donc, la confidentialité, elle est de 2 natures, soit tout est confidentiel, et c'est le cas pour les entreprises de moins de 700 000 euros de chiffre d'affaires. Il y en a beaucoup naturellement dans la filière. Les comptes sont non révélables, ça veut dire le compte de résultat n'est pas révélable, mais le bilan l'est.
Donc ça veut dire que on sait dire par exemple quel est le résultat de l'entreprise, puisque le résultat est au passif, mais en revanche on ne sait pas dire quel est le chiffre d'affaires de l'entreprise qui lui est au compte de résultat. Bon, je comprends assez mal l'avantage, mais quoi qu'il en soit, regardons ce que ça produit. Ça produit que sur les 3 derniers exercices, nous avions donc environ 30 000 bilans, un peu moins 29 000 en 2017. Nous en avons 29 000 en 2019. Donc ça c'est déjà un point, c'est pas propre à la filière, hein. Mais nous avons effectivement sur l'épisode de Covid, parmi les aménagements, eu un aménagement permettant aux entreprises de décaler de 3 mois la tenue de l'Assemblée d'approbation des comptes, et donc de fait de décaler d'autant la publication des comptes. Ce décalage devait se terminer à la fin de l'année, au mois de novembre. Nous sommes au mois d'avril, les comptes ne sont toujours pas rentrés sur l'ensemble de l'économie, sur un portefeuille d'environ 1 200 000 bilans. Il manque à l'appel 300 000 comptes annuels. 300 000. Ça fait beaucoup lorsqu'on veut être capable de déterminer les forces et les faiblesses d'une industrie. Alors, Altares, comme les banquiers disposent de ça, donc on ne peut pas dire sur qui on a les comptes, mais on peut vous dire et partager quelles sont les grandes tendances. Et 2019 sur la filière, comme sur l'ensemble de l'économie, il manque des comptes. Il y en avait 28 000 en 2018, il n'y en a plus que 23 000 en 2019. Regardons plus ces chiffres dans le détail. Donc 50 milliards, on l'a dit tout à l'heure, c'est le chiffre que nous avons calculé en 2018, mais toutes les autres valeurs sont de 2019. 2018, pourquoi? Parce que justement, je vous disais juste avant que sur 2019, il manquait des comptes, et donc l'agrégation des chiffres d'affaires des comptes disponibles 2019 fait ressortir un chiffre d'affaires global de 46 milliards, un peu inférieur, mais 50 milliards, c'est le volant d'affaires que nous avions sur les années précédentes. Donc l'ensemble, c'est 23 000 comptes sur l'essentiel des comptes concernant des entreprises de moins de 10 salariés, des TPE, puisque 20 000 sont concernés. Ces structures-là emploient énormément de monde sur les seules sociétés qui publient les comptes, je le redis, hein, pour ne pas avoir de confusion avec le chiffre que je portais tout à l'heure de 225 000 emplois, 46 milliards de chiffre d'affaires, donc c'est ce que je vous dis sur les seules sociétés pour lesquelles nous avons une publication de comptes en 2019, et tout ça avec une création de valeur assez importante, hein, de 15 milliards d'euros. La distribution par taille d'entreprise montre que la concentration des entreprises, c'est sur les TPE, je l'ai dit, il y a plus de 20 000 entreprises dont les comptes sont sur cette taille de moins de 10, mais le chiffre d'affaires le plus important, c'est sur les PME que nous le trouvons sur la tranche des 10 à 250 salariés, qui, elles seules, ces 2700, pèsent quand même 23 milliards d'euros, un peu plus de chiffre d'affaires. Il est important de s'assurer dans ce tissu-là d'identifier les entreprises viables qu'il faudra accompagner naturellement, qui sont déjà accompagnées, mais qu'il faudra accompagner parce que, vous le savez, et Pierre en reparlera, mais la reprise est très gourmande en trésorerie. Il y a une forte pression des VFR et les entreprises pourraient, si la reprise même si elle est évidemment attendue comme forte, si elle ne permet pas de faire rentrer les chiffres suffisamment vite, évidemment, ça va être une pression. Entre le moment où on décaisse de la trésorerie et le moment où le chiffre d'affaires rentre, évidemment, il s'écoule 4, 5, parfois 6 mois, et c'est bien trop long pour permettre aux entreprises, après un an de Covid, de s'en sortir facilement. Regardons par branche, par filière. Branche dans la filière, pardon, agence, industrie, foire et médias. Qu'est-ce que nous avons? Les agences, évidemment, portent la moitié des entreprises. Donc, l'essentiel sont dans les agences, mais en revanche, c'est l'industrie qui porte l'emploi avec près de 100 000 salariés, collaborateurs situés dans le secteur de la filière industrielle, qui pèse donc 23 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Elle aussi porte la dimension forte, mais on va voir que c'est pas toujours facile d'être le plus grand. On le voit juste après, quelles sont les évolutions et les tendances observées sur les comptes 2019. L'industrie, très clairement,
a de la peine, enfin avait, pardon, c'était en 2019, hein, pour répondre à la question de comment les entreprises sont rentrées dans les phases Covid, avait déjà de la peine à tenir le chiffre d'affaires. Et évidemment, quand on a du mal à tenir le chiffre d'affaires, cela pèse sur les marges, et on voit bien que et le chiffre et le BE étaient un peu en recul. Alors c'est pas non plus 15 points ou plus comme on l'a vu sur les chiffres d'Eric, mais c'est quand même des tendances qui étaient déjà tout à fait tendues sur l'exercice 2019. FCS, Foire Salon, c'est davantage difficile encore. La rentabilité s'était fortement améliorée sur 2018, mais en revanche, elle n'a pas pu être tenue sur 2019, dans un contexte où le chiffre d'affaires avait déjà du mal à se tenir, plus 0,4, c'est pas beaucoup plus haut que moins 0,5. Le BE, la rentabilité s'est effondrée, enfin effondrée, n'exagérons pas, mais quand même a reculé très sensiblement de plus de 11%. Donc une industrie qui peine à tenir son chiffre et une branche FCS fragilisée avant de rentrer dans la crise Covid qui, on le sait évidemment, l'a fragilisé davantage. Regardons les délais de paiement dans ces métiers-là. Les délais de paiement, donc c'est un sujet que nous portons depuis bien longtemps, évidemment. Pierre n'économise pas son temps pour nous rassurer, pour essayer en même temps de nous éclairer, donc de nous alerter sur le fait qu'il y a des comportements déviants. Et il a bien raison. C'est pour autant pas le cas de la filière communication, qui est engagée depuis longtemps sur l'impulsion de Dominique et de Pierre, sur d'autres méthodes. Évidemment, ça n'a pas toujours été le cas, hein, mais on peut constater, si on regarde en bleu foncé les délais de règlement fournisseurs et bleu plus clair, les délais d'encaissement client, que le délai de règlement fournisseur sur l'ensemble de la branche, on est là sur des valeurs médianes. Hein, qu'on soit clair sur comment est-ce qu'on a calculé ce chiffre-là. C'est pas une moyenne, elle serait évidemment beaucoup moins favorable au secteur, mais la médiane est importante. C'est un indicateur qui permet quand même de voir où se situe l'essentiel de la population. Donc nous étions en 2017 sur un délai de 42 jours et on arrive sur 2019 à un délai de 38. Donc chaque année, la filière a reculé ou a amélioré ses délais de règlement fournisseurs de 2 journées. C'est pas rien. Pierre le rappelle régulièrement, un jour de retard, pardon, c'est 1 milliard d'euros qui manque dans les caisses des trésoreries des PME. À l'inverse, il n'y a pas le même effort sur du côté client. Il y a eu un effort sur 2019 parce que l'année a été un peu plus convenable économiquement, naturellement, mais nous étions encore à près de 55 jours de délai de règlement en valeur médiane. Je vous laisse imaginer ce qu'est la moyenne. 54,6 jours, ça veut dire qu'en moyenne, dans le secteur, on n'est pas dans les clous. On est largement au-dessus des 60 jours. C'est évidemment insupportable parce que lorsque vous faites l'écart, pour trouver quand même un point d'équilibre de trésor, vous voyez que sur l'année 2019, vous avez plus de 40 moins 51 moins 38, plus de 10 jours de trésorerie qui va vous faire défaut, qui peut vous faire défaut. Il est donc important maintenant que la filière a montré sa capacité de présenter des achats responsables. Il est temps que les clients se mettent eux aussi à comprendre qu'il faut soutenir l'activité en respectant les délais et en acceptant de payer à l'heure les factures qui leur sont présentées. Je finis par le risque, un point qui fâche naturellement, mais c'est aussi important de ne pas faire l'autruche et de regarder où nous en sommes. La situation, même si on peut difficilement décrire ce qu'elle sera, elle est quand même aujourd'hui, pour le moment, assez mal embarquée. Nous avons dans la filière de la communication une entreprise sur 5 qui est un risque élevé. C'est quoi un risque élevé chez Altares, comme chez d'autres, mais en l'occurrence chez Altares? C'est une population d'entreprises qui cumule plusieurs indicateurs défavorables, à la fois de mauvais comptes, donc un déséquilibre financier durable, et on n'est pas là dans des histoires de zombies, une population qui présente des engagements non réguliers, parfois très décevants, et puis des entreprises qui sont en plus de ça peu transparentes. 20% quasiment
c'est évidemment un chiffre très important. On est plutôt aux environs de 15-16 sur l'ensemble de l'économie. Pour autant, regardons aussi la bouteille à moitié pleine. Nous avons près d'un tiers, je force le trait, 32%, des entreprises qui présentent un risque faible. Ça veut dire que l'exercice, et Bruno Le Maire en parlait hier en réaction notamment des chiffres, aux chiffres d'Altares sur les défaillances, il y a besoin à la fois naturellement de ne pas arrêter brutalement les aides, mais il y a aussi, et l'exercice est compliqué, il y a besoin de discriminer, excusez-moi pour ce mot pas très joli, la population des entreprises pour être certain de ne pas passer à côté des entreprises viables, mais dont on pourrait leur faire prendre le risque de ne pas réussir la reprise si on ne continue pas de les accompagner, voire si on les accompagne pas davantage. C'est pas parce que les restaurants, par exemple, vont ouvrir que les clients vont se précipiter, j'espère pour eux, mais pour autant, si le restaurant a un point d'équilibre à 40 couverts soir et qu'il ne peut en faire que 30, c'est clair qu'il ne va pas gagner de l'argent longtemps. Et donc, en l'occurrence, voilà, la difficulté, elle est là. C'est pas perdu, mais c'est quand même aujourd'hui à bien avoir en tête. Une entreprise sur 5 est un risque élevé. Regardons en termes de faillite pour finir. Hein, c'est mon sujet du moment. Depuis le mois de mars, nous avons chaque mois une baisse des défauts d'entreprise à 2 chiffres. Qui nous a permis ou conduit de terminer l'année 2020 à 32 000 défaillances, moins 38%. 32 000 défaillances, c'est un chiffre que je n'ai jamais vu depuis 30 ans, depuis 87 pour être précis. Moins 38%, c'est évidemment une tendance qui est anormale, paradoxale compte tenu de la violence de la crise, mais qui traduit bien la qualité, l'importance, la validité des efforts des pouvoirs publics pour accompagner ces entreprises. Je rajoute d'ailleurs à ce moment-là que pour revenir sur l'histoire des territoires et de PQR 66, qu'on a évidemment beaucoup parlé de l'accompagnement des pouvoirs publics, mais les territoires, eux aussi, ont très largement accompagné les entreprises en tension, même les collectivités locales, de la plus petite mairie à la plus grande métropole. Donc cette question-là conduit aussi à regarder si dans ce contexte la filière de la com a eu la même réaction. Eh ben, pour tout vous dire, enfin, le chiffre n'est pas là mais je vais vous le donner, sur le T1 2021, la France dans sa totalité de l'économie a fait moins de 32%, donc on est encore sur un bon recul malgré un mois de mars qui a été plus compliqué naturellement. Moins 32 donc sur l'ensemble de la France, et sur l'économie de la com, nous sommes à moins 40. Donc ça veut dire qu'on est encore sur le T1 sur une performance supérieure. Pour autant, nous sommes dans une filière qui est assez atypique par rapport à ce que nous pouvons observer sur les autres métiers. C'est que nous avons à la fois des entreprises ou des secteurs qui présentent une forte baisse du nombre de défaillances, notamment des entreprises qui restent encore dynamiques parce qu'elles sont accompagnées naturellement, mais c'est malheureusement l'arbre qui cache la forêt, parce que nous avons à l'inverse des secteurs sous très forte tension. Excusez la faute, c'était un peu tard hier soir quand on a validé, mais pour les régies pub par exemple qui sont à plus 20, et même Foire FCS qui est à plus 12, les faillites augmente sur un trimestre de 20 ou 12 pendant que le secteur dans son ensemble fait moins 40 et l'économie fait moins 32, c'est quand même un signal très fort que la reprise va être compliquée pour ces structures-là et ces métiers-là qui vont devoir être accompagnés naturellement pour réussir la reprise. Merci à vous. Vous trouverez tous ces chiffres, Dominique, vous les partagera évidemment avec plaisir. Merci beaucoup Thierry pour ces éclairages. Je crois qu'effectivement il y a un point qui nous évoque avant de laisser la parole à Pierre, parce que celle-là, j'attends beaucoup de Pierre, de ses réactions sur ces sujets-là, bien entendu. D'abord, des chiffres complémentaires que nous avons eu à partager ensemble, Thierry, c'est que tous les secteurs d'activité face au risque de défaillance est concerné. Parce que bon, alors qu'effectivement
on a montré, et d'ailleurs, Eric a très bien rappelé la chaîne de la valeur. Je crois que ça, ce qu'a évoqué Eric est très important. C'est-à-dire, la communication, c'est une chaîne de valeur. Hein. L'ensemble des métiers sont cohérents entre eux et se tiennent les uns avec les autres. Et là, pour le coup, on s'aperçoit qu'effectivement, les risques, mais là, pareil, tous les secteurs sont concernés. Hein, ça renvoie également à la chaîne de la valeur. Deuxième point que je voulais souligner, et je voulais attirer donc notre public présent, et c'est de montrer toute la résilience et l'importance du comportement qui est celui de la filière de la communication au regard des délais de paiement. Ce que dit Thierry est un élément important, et ça, on le doit très largement dans les travaux qu'on a menés grâce à Pierre depuis maintenant plus de 10 ans. Sensibiliser la filière sur le respect des délais de paiement. Pour autant, ça nous renvoie à la problématique du grand donneur d'ordre, qui, visiblement, lui, n'est pas tout à fait aligné de la même façon. Donc, ça, c'est un vrai sujet parce que je crois que l'ensemble de la filière de la communication, tous les entrepreneurs ont beaucoup écouté les propos qui ont toujours été tenus par le médiateur et Pierre. Hein, donc, il les a toujours sensibilisés. Et ils se sont mis dans cette dynamique-là. C'est un élément important et je crois qu'il faut qu'on en soit reconnaissant de ce comportement. Et d'autant plus exigeant vis-à-vis des grands donneurs d'ordre. Un autre élément que je souhaitais souligner aussi, c'est la notion qu'on n'a pas évoquée dans le prolongement de ce qu'a évoqué Eric, c'est la notion du poids des acteurs publics en tant qu'annonceurs dans le marché de la communication. Hein, d'une façon très saillante. Donc les grands acteurs publics ont été également des acteurs en 2020 qui ont contribué malgré tout à amortir. Je parle sous ton contrôle, Eric, mais on l'a très largement observé. Hein, le secteur public a été extrêmement dynamique en termes de communication. Ce qui montre bien aussi toute l'importance que représente la communication. Dernier point, c'est lorsqu'on parle de 50 milliards, faut jamais oublier le coefficient 6, 7 ou 8 qui est accompagné dans la création de richesse par l'univers de la communication. Donc, on voit la place qui est celle de cette filière, elle est tout à fait importante parce qu'elle doit se projeter. Pierre, je vais te laisser la parole parce que tu as beaucoup de choses à nous dire. Bien sûr, les délais de paiement. Bien sûr, je dirais les aides qui ont été apportées donc effectivement donc aux entreprises et qui, comme le disait Thierry, vont être probablement nécessaires à être maintenues, voire prolongées. Je sais que c'est pas si simple. Un autre élément qu'a souligné Thierry qui est très important, c'est ce tissu de TPE-PME que on doit flécher pour les aider à tenir parce que avant crise, ils étaient en pleine forme. Après crise, la conjoncture les a terriblement affaiblis. C'était une situation, on partage beaucoup avec William ce sujet-là. C'est une situation qui est très préoccupante. Donc, savoir flécher. Pierre, je vais t'essayer de réagir à ces chiffres de Thierry avant de laisser la parole effectivement à William. Merci, rebonjour à toutes et à tous. Effectivement, c'est une période intéressante. J'allais dire, on est formidable pour expliquer le passé et effectivement, ou l'analyser en tout cas, mais il est quasiment impossible sur la base du passé d'estimer le futur. Ce que parfois on a tendance à faire, mais je crois que là, il faut surtout éviter de faire ça. Le passé, on l'a tous vécu, nous en premier en médiation. L'année qui vient de s'écouler, ça a été un tsunami de saisine avant l'été, donc une tension extraordinairement forte entre les acteurs économiques, que ce soit entre entreprises ou entre entreprises et acteurs publics, qui est retombée un petit peu pendant l'été dernier, qui est reparti moins fort, mais quand même après la rentrée, et qui reste à un niveau important encore aujourd'hui. Juste pour donner quelques ordres d'idées, on était à x10 sur les saisines et sollicitations entre début mars et mi-mars, donc on a une explosion. On est aujourd'hui entre x3 et x4, ce qui est à peu près ce qu'on connaît depuis au moins octobre-novembre de l'année dernière. Donc la tension reste là, elle est importante. Deuxième indicateur, ça c'est tous les chiffres de Thierry qui nous le confirment, on nage en plein paradoxe entre une économie qui est décrite par les chiffres d'Éric et un taux de défaillance qui est décrit par les chiffres de Thierry, c'est-à-dire d'un côté une économie qui s'est presque effondrée dans certains domaines, et de l'autre côté des entreprises qui tiennent, voire même qui tiennent beaucoup mieux que les années précédentes. Et évidemment, on sait que les aides ont joué pleinement leur rôle. Mais ce qui veut dire qu'il va falloir être très vigilant, et je n'envie pas Thierry qui va devoir analyser tout ça dans les mois et les années qui viennent,
parce qu'une défaillance 2021 ne voudra pas dire la même chose qu'une défaillance 2019. Je m'explique, les aides ont évidemment aidé tout un tas d'entreprises qui auraient dû être en défaillance à se maintenir. Donc, il y aura un effet report qu'on ne sait pas d'ailleurs du tout quantifier et planifier. À un moment donné, un certain nombre de ces entreprises vont finir par être défaillantes parce que les aides vont être retirées et parce que du coup, elles vont disparaître comme elles auraient dû, entre guillemets, le faire il y a peut-être un an ou deux. Malgré tout, je pense que les aides ont aussi permis et vont aussi permettre à un certain nombre d'entreprises qui étaient au bord de la défaillance de rebondir et que le rebond qu'on espère tous, on a vu les chiffres de rebond potentiel si on se compare à l'été dernier, vont permettre à beaucoup de rebondir. Donc voilà, on va avoir une analyse très compliquée entre des entreprises qui allaient bien et dont on espère qu'elles vont de nouveau aller bien, des entreprises qui allaient pas bien et certaines vont être aiguillées vers la case défaillance et d'autres vers la case rebond. Donc il va falloir se méfier des chiffres. C'est pas parce qu'on aura plus de défaillances qu'on ira moins bien. Ça va être des chiffres relatifs à essayer d'analyser. Tout ça pour dire qu'on est à la croisée des chemins. Tu parlais de délai de paiement, ça va être évidemment un facteur clé. Pourquoi un facteur clé? Parce que Thierry l'a rappelé, en reprise, en période de reprise, celle que j'espère et je suis persuadé on va vivre maintenant dans les mois qui viennent, la trésorerie va être la clé absolue de la survie des entreprises. Là aussi, on va être en plein paradoxe, on va voir des entreprises mourir en bonne santé, c'est-à-dire avec un carnet de commandes très plein, mais l'incapacité de financer ce carnet de commandes parce qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses et que donc on n'arrive pas à réembaucher les gens qu'on a mis en chômage partiel, on n'arrive pas à payer ses fournisseurs, à payer l'électricité, etc. Et donc on se met dans une situation impossible. Évidemment, les outils restent là, le prêt garanti par l'État va aider en partie, mais on le sait, le gros de cette trésorerie, c'est les clients, c'est le compte client qui le fait. Donc de deux choses l'une, soit les clients non seulement payent bien, mais j'allais dire par solidarité économique, pensent comme certains l'ont fait, à payer encore mieux, voire à payer plus tôt. Je rappelle que 60 jours, c'est un délai maximum. Personne n'oblige à rester au délai maximum. Si vous avez la capacité, et je m'adresse évidemment surtout aux grands donneurs d'ordre, comme on dit, si vous avez la capacité à payer plus tôt, ne vous privez pas, vous savez que c'est ce message que je passe en permanence. Certains l'écoutent. On a vu, pendant la crise, on a mis un comité de crise en place, et on a identifié un certain nombre d'entreprises, 16 de mémoire, mais il y en a sûrement d'autres, qui ont affiché et qui ont mis en œuvre un paiement accéléré des TPE-PME. Ça, c'est formidable. Il faut continuer à le faire. Il faut qu'il y ait de plus en plus d'entreprises qui rejoignent ce club des payeurs solidaires. Je vais les appeler comme ça. Donc, payer plus tôt, c'est une première formule, évidemment, qu'on ne peut qu'encourager à faire si les entreprises ont les moyens, vous aidez toute une filière, vous les aidez à redémarrer. Autre outil de financement des entreprises, pas assez connu, j'insiste dessus en permanence, mais je veux que tout le monde le connaisse, c'est le financement des bons de commande garantis par l'État. Un outil extraordinaire, un outil de crise qui a été mis en place. C'est un outil sur lequel nous, on se battait, on travaillait depuis des années et entre nous, on nous avait dit que c'était pas possible. Donc, je suis heureux qu'on l'ait rendu possible, comme quoi la crise a aussi des bons côtés. Aujourd'hui, si vous recevez un bon de commande, vous pouvez aller voir votre facteur et faire financer ce bon de commande. Vous n'avez même pas besoin d'attendre d'avoir des factures pour faire de la facturage. Vous faites financer votre bon de commande et cerise sur le gâteau, le facteur sera garanti par l'État. Donc, vous avez un taux qui est fixé, qui est extrêmement bas et vous pouvez avoir de la trésorerie immédiate. Donc voilà, tous ces outils de trésorerie, toute cette solidarité qui passe d'abord par de l'écoute, que chacun écoute ses fournisseurs, ses clients, essaie de se connaître. Évidemment, la médiation est là pour aider sur cette écoute. Tout ça va être une des clés de la reprise. On est là à votre disposition pour ça. On est là à votre disposition pour toutes les aides aussi que vous continuez à recevoir de l'État. Tu en as parlé, Dominique, tout à l'heure. Avec les chambres de commerce, on a mis en place un système sous l'impulsion de Bruno Le Maire, de manière à ce que si vous avez des difficultés pour obtenir vos aides, je pense notamment au fonds de solidarité, vous puissiez faire appel aux chambres de commerce dans un premier temps, qui vont vous aider. On voit plein de cas, je pourrais citer 2-3 exemples intéressants si ça vous intéresse, pour vous aider à obtenir ce fonds de solidarité et ces autres aides. Si vraiment il y a un blocage avec l'administration, les chambres de commerce nous transmettent le dossier et là on fait une médiation. On a des relations vraiment privilégiées. Je dois saluer d'ailleurs le travail, parfois on critique les administrations, mais on a un travail vraiment de collaboration étroite
avec la direction des finances publiques et on débloque petit à petit des dossiers qui étaient compliqués parce que parfois il suffit d'un petit grain de sable dans les rouages et ça nous permet de vous donner les aides auxquelles vous avez droit. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long et je reviendrai sur tous ces sujets évidemment à votre disposition, mais sachez qu'il y a tout ça pour vous, n'hésitez pas. Merci beaucoup Pierre et encore bravo pour tout ce que tu fais. Alors, très belle transition vis-à-vis de William. William, effectivement, je crois que tu incarnes merveilleusement bien sur le territoire du 92 des actions opérationnelles. Et je crois que c'est important de souligner aussi toute l'action qui est menée par les régions, les départements, les territoires. Je crois qu'on a repris toute l'importance des territoires. Donc, tu m'as donné 3 axes en me disant, tu sais, Denis, moi j'ai 3 axes sur lesquels je suis très attaché. 1, la transformation numérique. D'abord, faut pas qu'on se leurre, les entreprises ont du mal à s'y mettre. Parfois, n'ont peut-être pas l'argent non plus nécessaire pour le faire, n'ont pas la culture pour le faire. Donc, c'est un vrai sujet et je sais que sur ce point-là, tu as beaucoup de choses à dire. Un deuxième point qui est important aussi, qui nous parle à tous, nous, entrepreneurs, c'est qu'il faut savoir réinventer son modèle économique, faire le pivot de son entreprise, savoir pivoter, repenser son modèle économique. Et là aussi, je sais qu'il y a beaucoup de travaux, beaucoup d'actions que tu portes et que vous portez au titre des chambres de commerce, donc sur ces points-là. Et puis, troisième dimension, c'est effectivement, tu es lucide, tu sais qu'effectivement les difficultés sont pas terminées, c'est effectivement de pouvoir parfaitement manier les aides et parfaitement les flécher, de façon à ce que là aussi, ce que disait d'ailleurs Thierry, ce que disait Pierre, est un élément, je crois, très important. Le tissu économique à finir, c'est les TPE-PME. Les TPE-PME, effectivement, qui vont être en difficulté, quelles sont celles qu'on doit aider, comment on doit les aider, comment on doit leur permettre de passer cette crise. Et il y a un point, mais ça renverra une question tout à l'heure à Thierry. Moi, ce qui m'importe, c'est également l'entrepreneur. Parce que tout ça, c'est ces entrepreneurs qui portent aujourd'hui cette situation. Mon cher William, peut-être sur les 3 points que je viens d'évoquer, et peut-être d'autres si tu le souhaites, donc avoir donc ton point de vue. Et puis un dernier point, moi je suis très touché par ce communiqué de presse qui a été publié hier entre la Chambre de commerce et le médiateur. Quand on voit cette effectivement réunion de cette solidarité économique, Pierre, qui est la tienne, que tu souhaites mener et conduire, en est de la bonne traduction. Et je pense qu'il faut qu'on sache tous s'en inspirer dans les actions qu'on porte. Et je pense que notre filière doit être s'inspirer de ça. Et je crois qu'elle serait d'autant plus forte si cette notion de partage serait au rendez-vous. William, merci à toi. Tu as dit l'essentiel, Dominique, et rebonjour à toutes et à tous. Non, ce que je peux simplement ajouter, c'est réinsister sur la nécessité pour chacune et chacun des entrepreneuses, entrepreneurs qui sont ici présents à ce webinaire pour se relancer, de ne pas lâcher en fait le traquage, si on peut dire, des aides relance, parce que la reprise, la relance va aussi coûter. Donc, c'est important de bien pouvoir lever toutes les aides disponibles. C'est pas facile parce que chaque situation est particulière. Les règles sont foisonnantes dans le dispositif d'aide, malgré le génie français d'avoir pu mettre en place autant de soutien aux entreprises. Et c'est vraiment un point sur lequel je veux souligner notre grande chance de vivre et d'opérer dans un pays qui soutient son économie à ce point-là. Donc, n'hésitez pas, effectivement, comme le souligne Dominique, et merci à Pierre Peblezet d'en avoir parlé à nouveau, de solliciter votre chambre de commerce pour vous aider à trouver la bonne aide, à monter votre dossier. Nous, en Ile-de-France, on a monté une plateforme téléphonique mutualisée à l'échelle de l'ensemble des 8 chambres de commerce avec un numéro de téléphone facile, 01 55 65 44 44. Pardonnez-moi, je ne peux pas faire autrement que de l'indiquer parce qu'il est extrêmement utile. Et regardez, ça a été dit, mais je le redis, c'est important, toutes les aides locales, parce que les collectivités locales n'ont pas été en reste, notamment les territoires, les communautés d'agglomération, mais parfois certaines villes, mais aussi certains départements un peu audacieux qui ont un peu tiraillé en fait le sujet des compétences, mais ça a été utile aussi pour l'économie. C'est le cas du département des Hauts-de-Seine que je remercie pour son soutien, et on sait que la communication dans les Hauts-de-Seine, c'est très important, c'est un secteur très présent, y compris par le tissu des TPE, comme ça a été dit, qui est un tissu essentiel parce que c'est important aussi pour la relance de l'économie et la relance du secteur de la communication, car vendre, commercer, c'est aussi communiquer. Donc, ça dépendra aussi beaucoup de la capacité du secteur de la communication à se refaire, à se relancer, la relance entière de l'économie. Deuxième sujet, tu l'as dit, Dominique, se digitaliser. Moi, je pense que c'est important, en fait,
pour l'ensemble du secteur, y compris les TPE, de bien savoir se faire connaître grâce au marketing digital et toutes les actions de communication, parce qu'il y a un paradoxe dans ce secteur, je le dis sans critique, mais simplement avec une forme de lucidité, c'est que c'est un secteur qui travaille beaucoup sur le digital, beaucoup sur des supports digitaux, mais qui se digitalise finalement assez faiblement, comme beaucoup de secteurs en France. Mais il y a là un paradoxe important. Donc, c'est important de plonger et de basculer dans le digital à sa mesure, étape par étape. Les planètes sont plutôt alignées actuellement parce que les outils sont référencés face à un foisonnement du marché. Il y a quelques aides qui sortent sur la digitalisation des TPE, PME, pas assez à notre goût, mais tout de même, le ministre Bruno Le Maire a étendu en fait le chèque numérique de 500 € tout récemment à l'ensemble des TPE de moins de 11 salariés. Et puis parfois, les collectivités locales rajoutent une aide. C'est le cas dans le département des Hauts-de-Seine et c'est aussi le cas dans le département de la Seine-Saint-Denis. Donc, n'hésitez pas à basculer sur des outils numériques et à crédibiliser aussi ainsi par vos propres usages d'outils numériques votre offre digitale. C'est difficile en fait de proposer une offre dans le digital en communication si soi-même on n'a pas des bons outils et des pratiques affichées du digital. Et puis enfin, Dominique l'a rappelé, c'est important de passer une revue en fait de son business model, de ses activités, de son offre pour pouvoir se relancer préalablement avec une façon de regarder un peu ses fragilités. Nous, on va lancer des diagnostics de vulnérabilité gratuits sous l'impulsion de Bruno Le Maire à l'ensemble des chambres de commerce de France pour regarder pour chacun d'entre vous qui vous sentez en difficulté ou pour lesquels vous avez des doutes sur la robustesse de votre business model, de quelle façon rebondir, de quelle voie emprunter pour une relance plus sécurisée ou du moins une façon de traiter en fait les plus grandes zones de fragilité. On va aussi passer en revue avec vous sous la forme de diagnostic en fait de business model la façon de pivoter, en tout cas de faire évoluer votre offre lorsque la continuation de l'activité ou la relance de l'activité ne permettrait pas de trouver des marges dans la future économie d'après-crise. Et ça nous semble un point extrêmement important. Je voulais souligner aussi, ça sera mon dernier point parce que je vois que l'heure tourne, que c'est important dans cette relance de pouvoir s'allier, de pouvoir monter des consortiums, de pouvoir participer à des réseaux d'affaires. J'ai un super exemple à vous communiquer et que vous pouvez aller voir directement sur la toile, en fait, qui s'appelle le Common Lab. Sur le site commonlab.fr, c'est une initiative de pôle de compétences d'entreprises du secteur de la communication, toute TPE, sous l'impulsion avec d'autres de David Paget, qui est président du Boss Club de Boulogne, qui a monté un pôle de compétences avec un site internet, avec des compétences complémentaires. Donc, il y a là une initiative, en fait, pour conquérir à nouveau le marché en meute. Une meute alignée, complice, et une meute aussi qui est capable de se rebooster. Elle publie une newsletter, elle prend des initiatives pour soutenir l'ensemble en fait des membres de ce consortium. Et c'est aussi une façon de se relancer que de s'allier et de passer en fait le cloisonnement qui parfois ralentit en fait la réussite du business dans ce secteur. C'est aussi important de tester des nouvelles offres. Lorsqu'on fait partie d'un réseau d'affaires, le tester avec ses complices de réseau d'affaires. Hein. C'est là un bon moyen de se relancer. Bref, tout est là pour une reprise qui soit maîtrisée, qui soit la plus sécurisée possible. Et n'hésitez pas à faire appel à tous les organismes d'accompagnement, notamment les CCI, la médiation des entreprises, pour cela, parce que notre raison d'être, et c'est ce à quoi croit beaucoup notre président Didier Kling, CCI Île-de-France, c'est un soutien sans faille et présent H24 dans cette période de relance. Merci beaucoup, William. En effet, Thierry, on se tourne toujours vers des comparaisons avec d'autres secteurs d'activité. Parce que nous, on se regarde, on veut toujours regarder un peu l'environnement global. Est-ce que tu constates sur des secteurs d'activité très différents, hein, comment les choses peuvent être similaires par rapport à notre secteur, ou est-ce qu'on pourrait s'inspirer d'autres secteurs
peut-être pour réfléchir à l'aune de leurs données économiques, peut-être pour rebondir ou préparer des éléments de réflexion avec l'ensemble des acteurs qui la composent? Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont inspirants? Ton micro, Thierry. Pardon. C'est mieux comme ça, absolument. Je pense que, étonnamment, il y a un secteur qui, alors il est très loin de la communication, quoique, je pensais à la restauration, encore une fois. Pourquoi? Parce qu'ils ont été fermés, ils ont effectivement mis en œuvre des solutions nouvelles. Tous les restaurants, enfin, qui ont pu le faire, les petits comme les chefs étoilés, avec des réussites, et le modèle sera par conséquent, pour certains, durable. Nous avons aussi évidemment des efforts qui ont été entrepris par les petits. William rappelait tout à l'heure le chèque numérique. C'est important. Alors encore une fois, nous aurions préféré que tout ça arrive sans qu'il y ait besoin du Covid, hein, mais le fait est que naturellement, trop de TPE n'étaient pas, avaient pas un regard objectif sur l'attrait qu'ils pouvaient obtenir en étant sur une page Facebook, sur au moins avoir un site internet. Et donc tous ceux qui y sont allés évidemment sont ravis. Et enfin, à peu près tous les métiers ont rencontré la même difficulté au moment de la crise. Au moment où le comité de crise s'est mis en place, on a observé quoi? Pierre le disait, une flambée des impayés. Une flambée des impayés. Pourquoi il y a eu des impayés? Pour deux raisons. La première, c'est que naturellement, tout de suite, les dirigeants ont vu que rien n'allait rentrer. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand rien ne rentre? On essaye de faire en sorte que rien ne sorte. Et après, il sera temps de regarder. Ça, c'est le premier schéma. Donc, on appelle le banquier pour dire vous payez plus personne. Et puis ensuite, il y a ceux qui pouvaient payer et qui, à la limite, avaient envie de payer, mais qui ne pouvaient pas payer. Pourquoi? Parce que ils avaient un effectif en télétravail et le rapprochement des factures se fait encore à la main très souvent. Et s'il n'y a pas monsieur et madame qui sont capables d'ouvrir l'enveloppe, il n'y a rien qui ne se passe. Et donc, la digitalisation a été naturellement révélée plus encore sur cette période Covid. Et donc, globalement, les secteurs qui ont souffert, je pense au commerce d'habillement par exemple, ont trouvé par ce canal-là des voies de succès et de performance intéressantes. Il demeure que la situation reste compliquée pour les TPE parce que la marge de manœuvre est étroite, même s'il y a eu beaucoup d'aides. Encore une fois, comme on dit chez nous, les dollars ne se trouvent pas sous le sabot d'un cheval. Donc il faut quand même arriver à trouver la possibilité d'obtenir le business nécessaire pour amorcer la reprise, mais il faut ensuite que ce business soit durable. Donc pour qu'il soit durable, il faut un accompagnement qui le soit aussi naturellement, qui le soit. Merci Thierry. Pierre, je me retourne vers toi. J'évoquais tout à l'heure le poids qui a été la commande publique, les acteurs publics dans la communication donc au cours de l'année 2020. Les grands ministères d'ailleurs ont été en première ligne. Se pose toujours la question donc par rapport à la commande publique, comment l'accélérer d'une part et comment faciliter son accès. Est-ce que là encore, c'est un point où on est souvent challengé par une filière qui est toujours très frileuse à répondre aux appels d'offres publics. Je tiens à te dire, je te le dis à chaque fois avec une idée qu'il y en a ras-le-bol que tu dis sur la même chose, mais c'est quand même vrai. Qu'en est-il? Est-ce que là, vraiment, il va falloir quand même qu'on bouge? Parce que, tu vois, là où il y a des marchés potentiels pour les acteurs de la filière et une complexité qui demeure quand même, je dois l'avouer, tout à fait pénible. Oui, peut-être, mais j'en suis pas si sûr que ça, Dominique. Ceci étant, s'il y a un moment où ça vaut le coup de regarder la commande publique, c'est maintenant. Vous l'avez tous vécu au travers de la crise, les chiffres le montrent. Il y a deux choses qui sont intéressantes, c'est que s'il y a une commande qui n'a pas fléchi, c'est la commande publique. La commande privée a bien sûr été très affectée par la crise. La commande publique, beaucoup moins, ce qui est normal. Hein, il n'y a pas les mêmes enjeux. On continue à construire dans le public des routes, des ponts, etc. On continue à communiquer d'ailleurs dans le public parce qu'on n'a pas les clients entre guillemets sont toujours là. Donc la commande publique reste un invariant. Et j'allais dire, pour parler de paiement, on a vu que les paiements publics se sont plutôt bien tenus. Je disais qu'on avait connu un tsunami, nous, de saisine. C'est un tsunami qui concerne des paiements privés. En revanche, les paiements publics,
à part les quelques difficultés au début, qui étaient plutôt des difficultés organisationnelles que Thierry a décrit, c'est-à-dire les gens étaient chez eux, donc il manquait quelqu'un pour ouvrir les enveloppes au bureau. Une fois que ce passage-là a été passé, le public a continué à payer, j'allais dire comme avant, ni mieux ni moins bien, mais comme avant, alors que le privé s'est beaucoup dégradé pendant certaines périodes. Donc oui, c'est le moment de s'intéresser vraiment à la commande publique, et la commande publique fait aussi beaucoup d'efforts pour qu'on s'intéresse à elle. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en œuvre. Sans vouloir spoiler ce qu'on va faire dans les semaines qui viennent, on va ressortir un petit fascicule qui s'appelle « Oser la commande publique » spéciale relance, avec toutes les nouveautés justement qui ont été mises en œuvre, mais les seuils en deçà desquels on peut faire des choses beaucoup plus simples ont été rehaussés. Donc vous allez voir apparaître beaucoup de petits appels d'offres très simples, tels que vous les connaissez dans le privé. On demande 3 devis et on prend le meilleur et on lui donne la commande. Vous voyez que le niveau des avances a été considérablement rehaussé. C'est important, on parlait de trésorerie tout à l'heure. Dans le public, vous avez des avances. À partir d'un certain niveau, vous êtes sûr d'avoir des avances qui peuvent aller très très loin. Vous pouvez avoir des acomptes aussi. Donc il y a beaucoup de choses qui bougent dans la commande publique et effectivement, c'est le moment de s'y intéresser. Là aussi, bien entendu, je rappelle, le médiateur des entreprises est compétent sur la commande publique. Donc, malgré tout, si vous avez une difficulté en bout de course, vous pouvez nous saisir et on vous aidera de la même manière que le client soit privé ou public. Mais encore une fois, je le dis une dernière fois, c'est le moment de regarder. Il y a plein de choses qui bougent. À vous de vous y intéresser et à vous d'aller voir aussi les acteurs publics. Je rappelle qu'aujourd'hui, grâce à ce qu'on appelle le sourcing, les acteurs publics, en dehors des périodes d'appel d'offres, devraient pouvoir vous recevoir pour bien comprendre le marché et que vous les aidiez à comprendre comment bâtir leurs futurs appels d'offres et donc comment mieux vous aider et mieux toucher ce public de TPE-PME qui devrait être le premier concerné par la commande publique. Merci Pierre, merci à vous tous. William, je sais que effectivement tu dois nous quitter. On doit tous également, nos emplois du temps sont extrêmement chargés. D'autres dans l'enchaînement donc de webinaires nous attendent. Je voulais vraiment tous vous remercier. Quoi qu'il en soit, sachez que nous essaierons donc probablement avant l'été, si vous me l'autorisez, si vous nous faites le plaisir d'être présent, on essaye de faire un point à date à mi-année. Je crois que c'est important. Et il faudra effectivement qu'on ait ces points de rencontre réguliers avec des données chiffrées qui nous alimentent, avec des points de vue, avec des tendances. Eric, merci à toi pour tous les travaux que tu fais également sur cette filière qui nous éclaire en permanence. On a besoin d'être ensemble. Solidarité économique et doit être notre mot d'ordre, mon cher Pierre. On est tous derrière toi sur ce sujet-là. Et ce qu'a dit William tout à l'heure est très fort par rapport à David Paget. C'est une solidarité économique qui s'est enclenchée dans un consortium de plusieurs TPE-PME. C'en est bien une preuve et on va te le démontrer, Pierre. Notre filière s'enclenche vraiment et s'engage dans la solidarité économique. Merci encore à vous tous pour les travaux que vous avez menés dans des temps records. Merci à toi, mon Thierry. T'as pas beaucoup tiré et dormi cette nuit. Va te reposer un peu aujourd'hui. Et merci encore à vous tous et à très vite. Et quel plaisir de vous avoir. Et merci à tous ceux qui ont été présents. Nous allons rediffuser cette information. Toutes les données communiquées seront publiées. Sachez-le, à la transparence et le mot d'ordre dans nos travaux. À très vite. Et encore, mille merci à vous tous. À bientôt. Au revoir. Merci Dominique. À bientôt, merci à tous.